finir sur cette troisième table ronde qui sera conciliée souveraineté-environnement, où j'ai 4 merveilleux intervenants encore une fois. Doris Birkhofer, présidente de Siemens France. Boris Ravignon, président par intérim de l'ADEME, j'allais dire des Ardennes, président par intérim de l'ADEME et surtout maire de Charleville-Mézières et président de la communauté d'agglomération. Non mais qui est très taquin aussi, vous le verrez. Nicolas Cruau, président de Néolith, et Gildas Barrère, secrétaire général de Sequence. J'ai une crise de micro. Emmanuel, il faut que tu viennes sauver mon âme avec les micros. J'ai une petite fatigue. Eh bien, c'est parti. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet avec Doris Birkhofer, donc présidente de Siemens France, avec une première question qui est finalement le thème de la table ronde, industrie et environnement. Est-ce que c'est compatible? Et puis, je sais que Siemens vous proposez aussi des solutions pour ces sujets environnementaux. Bonjour, merci pour votre invitation. Juste peut-être pour rappeler, donc Siemens, c'est un grand groupe industriel avec à peu près 300 000 collaborateurs dans le monde entier, 60 milliards de chiffre d'affaires. En France, nous sommes 6 000 collaborateurs répartis sur une cinquantaine de sites, dont 4 sites industriels. Afin de vous expliquer ce que fait Siemens, je propose de prendre un beau graphique de France Nation Verte qui décrit en fait la répartition des effets d'émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité. À peu près 33% le transport, et après vous avez une répartition égale entre l'agriculture, l'industrie, le bâtiment, à peu près 19%, et après 10% l'énergie. Alors Siemens est présent dans tous ces secteurs, sauf l'agriculture. Et qu'est-ce qu'on fait? On propose des solutions d'un côté pour aider à la transition énergétique, à décarboner tous ces secteurs, et de l'autre côté, nous contribuons avec nos solutions pour aider à digitaliser, automatiser ces secteurs. Voilà, donc c'est un bel exemple pour vous dire que c'est tout à fait compatible. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Boris Ravignon, président de l'ADEME. L'ADEME qui est finalement en charge aussi de ces sujets de transition écologique et énergétique. Vous, quelle est votre vision sur l'équilibre entre industrie et environnement et comment on rend compatible la réindustrialisation avec nos objectifs environnementaux? J'ai combien d'heures? 1 minute 30. 1 minute 30. Bien. D'abord, effectivement, le rapport entre, je pense, industrie et transition écologique, c'est un vrai rapport d'interdépendance. Je crois que ça a été rappelé auparavant, on a absolument besoin de l'industrie pour réussir notre transition écologique. Dans la transition écologique, on met classiquement 3 grands défis. Le défi de la biodiversité, celui de la transition énergétique, la décarbonation et l'objectif d'une neutralité carbone à l'horizon 2050, et puis les défis qu'il ne faut pas oublier, qui sont ceux de l'économie circulaire, qui sont absolument indispensables. On économise les ressources, toutes les ressources, naturelles, fonciers, l'eau, les différents matériaux. Et donc sur tout ça, on a absolument besoin que l'industrie se mobilise pour apporter, dans le domaine énergétique, par exemple, les solutions d'efficacité énergétique dont on a absolument besoin. Il n'y a pas que ça, il y a du comportement aussi, de la sobriété qu'il va falloir combiner avec, mais on a vraiment besoin que l'industrie se mobilise pleinement pour réussir la transition écologique. Et je dis un rapport d'interdépendance parce que je pense que l'industrie a aussi besoin, elle, de la transition écologique aujourd'hui, pour peut-être renouveler le sens. Et c'est là qu'on va reparler de la question de la mobilisation. Effectivement, aujourd'hui, ce qui donne du sens, je pense, quand on rentre dans une entreprise industrielle, c'est de participer à cette aventure absolument extraordinaire où il s'agit, pardon, mais pas se payer de grands mots, mais de sauver un peu la planète et l'humanité. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on essaie de faire en quelques décennies, c'est de rattraper des siècles d'errement et de nous remettre sur une trajectoire où la planète va continuer à être vivable. Et donc, pour un jeune ingénieur ou un jeune technicien qui rentre dans l'industrie aujourd'hui, il y a là une perspective et un sens absolument évident à participer à cette magnifique aventure qu'est celle de la transition écologique et dont l'industrie est vraiment le fer de lance.
Merci beaucoup. Alors je me tourne vers Gildas Barrère, secrétaire général de Sequence, parce que Sequence, c'est une entreprise de la chimie, peut-être que vous expliquerez un petit peu ce que vous faites, et qui est un peu un des emblèmes de la réindustrialisation dans le domaine de la santé, avec le cas du paracétamol. Et justement, en pensant cette réindustrialisation, renforcer vos capacités de production sur la France, vous avez aussi intégré toutes ces questions environnementales dans vos nouvelles lignes de production, et puis peut-être un peu plus largement sur les critères que vous voyez autour de la réindustrialisation. Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, le projet paracétamol est assez emblématique de l'industrialisation. Comme on le dit régulièrement, il y a plusieurs facteurs qui ont permis ce projet. Le premier, c'est la capacité à innover et faire un procédé performant en France. Le deuxième, c'est encore les compétences qui sont encore là. Il y a encore des groupes qui sont capables de développer des procédés de production dans la chimie fine pharmaceutique. Et Sequence en fait partie, mais pas que. On a encore une industrie de la chimie pharmaceutique qui est assez dynamique en France. Et enfin, le dernier élément qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte. La première valeur ajoutée, quand on parle du paracétamol, c'est évidemment une valeur ajoutée de sécurité d'approvisionnement. C'est ce qui nous saute aux yeux, de souveraineté, de sécurité d'approvisionnement. Je les mets dans le même panier. Mais une deuxième, c'est l'aspect environnemental. C'est-à-dire qu'on est capable de proposer à nos clients, en l'occurrence UPSA et Sanofi qui sont partenaires de ce projet, un produit qui a une empreinte carbone réduite. C'est aujourd'hui considéré comme une valeur ajoutée, ils sont capables de payer un petit peu plus pour ça, et donc cet aspect environnemental pour la réindustrialisation, ça fait partie des multiples valeurs ajoutées que peut apporter la réindustrialisation, donc il ne faut pas l'occulter. Ensuite, sur les réussites elles-mêmes du projet, avoir un procédé performant environnementalement, ce n'est pas une mince affaire. Nous, on a développé un nouveau procédé qui est breveté, qui n'est pas du tout le même que l'ensemble de nos concurrents partout dans le monde, en agissant sur les émissions directes, à savoir les scopes 1 et scope 2, c'est-à-dire nos consommations d'énergie et les émissions du procédé en tant que tel. En revanche, un autre atout du projet, c'est l'accès à une énergie bas carbone. Alors ça, ce n'est pas notre responsabilité. Nous, on est une entreprise de taille intermédiaire. Ce projet consommera de la chaleur et de l'électricité. Et là, on se tourne vers des infrastructures. La première, c'est l'infrastructure électrique que tout le monde connaît, qui est bas carbone en France. La deuxième, c'est l'infrastructure chaleur, où on est sur une plateforme où de nombreux projets de transition énergétique ont été soutenus par l'ADEME pour justement nous donner accès à cette énergie bas carbone. Donc nous, industriels, notre responsabilité, c'est de travailler sur les scopes 1 et 2, et la responsabilité de l'État, de la collectivité, c'est travailler sur l'accès à cette énergie bas carbone. Oui, puisqu'on parle de l'ADEME, effectivement, pour souligner qu'on a beaucoup parlé d'électricité jusqu'à présent, mais effectivement, dans notre bouclage énergétique, à terme, la chaleur, c'est extrêmement important, c'est même 45% du sujet. Petite moitié, et cette petite moitié aujourd'hui, elle vient encore beaucoup trop souvent d'énergie fossile. Donc si on veut améliorer à la fois notre bilan carbone et fournir la chaleur aux industriels dont ils ont besoin, eh bien on a la nécessité de développer des solutions de production de chaleur décarbonées, l'utilisation de la biomasse, de la géothermie, enfin il y a une série de solutions technologiques, et effectivement l'ADEME aujourd'hui mobilise un fonds qu'on appelle le fonds chaleur. D'ailleurs, on devrait à mon avis un jour appeler aussi le fonds chaleur /fraîcheur, parce qu'avec les mêmes systèmes, on peut produire du rafraîchissement, et en été, on risque d'en avoir un peu besoin dans les années qui viennent. Mais ce fonds chaleur, c'est vraiment, je crois, une vraie success story. Elle existe depuis 2009, et il rembourse tous les ans en gain, ce qu'on gagne sur notre facture énergétique, notamment en gaz, on rembourse toutes les aides qu'on a versées depuis 2009. Donc c'est un vrai bon investissement, effectivement, et je crois qu'il est apprécié par les industriels. Ça permet de rebondir, pardon si je peux prolonger de quelques secondes, sur le fait que tout à l'heure je disais, la transition écologique a besoin de l'industrie a besoin de la transition écologique. Oui, enfin... On ne peut pas en rester à un constat un peu béat comme ça, parce que derrière, pour que la transition écologique s'accompagne d'une réindustrialisation de notre pays, il y a vraiment un certain nombre de conditions assez lourdes à respecter, celle effectivement de rester dans le domaine de l'économie et de la compétitivité avec une transition énergétique qui n'aboutisse pas à faire exploser les coûts de l'énergie en Europe, c'est un premier sujet. Et puis il y en a d'autres, et je pense qu'on aura l'occasion dans le cours de ce débat d'y revenir, mais pour moi, la question de la façon dont on conçoit nos politiques industrielles et comment on fait pour que, quand grosso modo, l'ADEME aide des entreprises qui sont au travers du fonds chaleur ou d'autres moyens dont elles disposent,
eh ça profite davantage à la structuration de filières françaises ou à tout le moins européennes, et pas en réalité que ça constitue un appel d'air pour des produits importés qui eux-mêmes seraient produits dans des conditions environnementales tout à fait défavorables. Merci beaucoup. Nicolas Cruau, donc président de Néolith. Peut-être en premier lieu, on pourrait commencer par expliquer ce qu'est Néolith. Je vois que vous êtes venu avec un petit échantillon de produits. Et peut-être expliquer quel est le modèle de Néolith, le sujet de maillage territorial et la vision industrielle que vous portez aussi à travers l'entreprise et son modèle économique. Oui, donc Néolith, c'est une jeune start-up industrielle qu'on a créée en 2019 avec 2 autres associés à Angers, enfin en périphérie d'Angers, qui compte aujourd'hui 180 salariés et qui s'est donné pour mission d'arrêter l'enfouissement et l'incinération des déchets ultimes. Donc c'est un sujet très concerné par l'ADEME. Parce que l'enfouissement et l'incinération des déchets, ça émet pas mal de pollution et en particulier pas mal d'émissions de gaz à effet de serre. L'enfouissement par les émissions de méthane, les fuites de méthane qui sont générées au niveau des sites d'enfouissement, et l'incinération parce que même si on valorise de l'énergie en brûlant des déchets, ces déchets sont quand même pour un peu plus de la moitié, ou en ordre de grandeur la moitié, des composés fossiles. Donc brûler en partie des plastiques pour faire de l'énergie, donc ça ne fait pas une énergie renouvelable, même si les déchets se renouvellent. Donc nous, on est parti de ce constat et on est venu apporter une 3e technologie de traitement de déchets qu'on a appelée la fossilisation des déchets, qui consiste à transformer ces déchets en mélange. Donc le déchet en mélange, c'est à la fois votre ordure ménagère, votre poubelle noire, mais aussi l'ordure des industriels, ce qu'on appelle le DIB, déchets industriels banals. Donc ces déchets, on arrive à les transformer en des cailloux, comme celui-ci, donc des granulats minéraux, qui ont les bonnes propriétés mécaniques et environnementales pour être reconsommés dans la construction, en substitut des granulats de carrière, pour faire du béton, pour faire de la route. Le but du jeu, c'est pas de transformer des déchets pour faire des cailloux parce qu'on aime bien les cailloux, mais c'est surtout pour arrêter l'enfouissement et l'incinération, et donc limiter au maximum leurs émissions. Et pour finir là-dessus, le gros intérêt de la fossilisation, c'est qu'en plus de traiter le déchet, c'est un formidable potentiel de séquestration carbone, parce que tout le carbone, notamment organique, qui est présent dans le déchet, va être figé et minéralisé dans ce caillou, et donc va être capté pour des centaines d'années. Et donc, nous, notre ambition à Néolith, c'est si demain on pouvait traiter tous les déchets français non recyclables, on pourrait à peu près réduire de 7% l'empreinte carbone de la France pour une seule techno. Donc c'est ça que je trouve assez important dans notre projet, et donc c'est ça qu'on veut pousser. Et la deuxième partie de ta question, c'était le maillage territorial, en fait. Ouais. Donc, une industrie de traitement de déchets, c'est par essence local, puisque les déchets sont produits à tout point de population, et le déchet n'ayant pas une très grande valeur intrinsèque, le transport est très coûteux. Donc il faut raisonner en unités locales de traitement. Donc, nous, on a créé des unités qui permettent de traiter des faibles quantités de déchets à chaque fois, donc pour limiter au maximum le transport. Et donc l'idée, c'est d'abord de se déployer en France en créant ce maillage local, et ensuite de pouvoir exporter notre techno en tant que champion industriel de la techno qu'on a inventée, parce que pour l'instant il n'y a personne d'autre dessus, sur tous les pays européens industrialisés, parce que, et c'est là où je voulais revenir par rapport à ce qui avait été dit aussi avant, sur l'autre conférence, dans le marché du déchet, on est sur un marché très on va dire spécifique, parce que c'est l'État qui fait le marché. C'est l'État qui donne les conditions de contrainte sur les solutions d'enfouissement et d'incinération, qui donne les taxes, et qui finalement donne la grande trajectoire qui va définir ce que sera le système de traitement des déchets demain. Si on prend les États-Unis par exemple, en moyenne ils peuvent enfouir à peu près 4 fois moins cher que nous, parce qu'ils ont des déserts, parce qu'ils n'ont pas de taxes, et parce que, grosso modo, ils n'ont pas une très grande velléité environnementale là-dessus. Et donc nous, c'est très important qu'on puisse discuter avec les interlocuteurs publics qui définissent les grandes trajectoires, qui puissent aussi comprendre notre métier, pour pas qu'on embraye sur des technologies qui ne seront pas compatibles finalement avec les horizons de décarbonation. Merci beaucoup, Nicolas. Et ça me donne envie de réagir, parce que ce que vous dites, c'est
Finalement, nous, on est une alternative à l'enfouissement ou au fait à l'incinération. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement à un moment d'avoir des situations d'actifs échoués où vous allez pouvoir vous substituer à des investissements récents parce que vous serez plus vertueux sur le plan environnemental? Moi, c'est le grand risque de la filière déchets que je constate. C'est qu'aujourd'hui, on investit dans des systèmes d'incinération, soit incinération classique, soit CSR, qui produit de la chaleur industrielle, qui sont des technologies qui émettent toujours quand même une quantité non nulle de gaz à effet de serre et qui sont des investissements industriels de très longue durée, qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines d'années habituellement. Et donc, si vous investissez aujourd'hui sur un truc qui émet trop de CO2 pour la neutralité carbone en 2050, mais que vous devez rentabiliser que à partir de... Enfin, vous avez prévu d'amortir sur 2050-2060, vous vous retrouverez peut-être dans 10-15 ans avec un problème d'actifs échoués, où vous n'aurez plus le droit d'émettre autant de carbone, et pour autant, vous n'êtes qu'à la moitié de la durée de vie de votre install. Et on est sur des installations de l'ordre de... En ordre de grandeur, ça coûte une centaine de millions d'euros. Donc, c'est les collectivités qui investissent là-dessus, mais c'est aussi les industriels. Et donc, nous, on milite énormément pour le fait de guider la transition sur des solutions qui sont par nature compatibles à 2050. Parce qu'il faut se projeter sur des durées longues. Et aujourd'hui, c'est pas évident que toutes les prises de position qui sont prises par les acteurs du secteur soient compatibles avec 2050. Et donc à la fin, peut-être que dans 15 ans, il y aura des gens qui feront des pieds et des mains pour freiner la réglementation parce qu'ils auront trop d'enjeux et trop d'investissements industriels qui auront été portés et qui ne seront pas compatibles avec la vitesse qu'on veut sur la transition écologique. Je me tourne vers vous, Doris. On a deux exemples d'entreprises, une start-up Néolith et puis Sequence qui est une ETI. Comment est-ce que vous, en tant que Siemens, vous pouvez accompagner ces entreprises dans le sujet de transition? Je sais que vous avez travaillé notamment avec Rosy Solar, mais il y a sûrement plein d'autres exemples intéressants à citer. Je pense qu'on a ce double enjeu de réindustrialisation et de décarbonation. Oui, ça va mieux, je pense. Donc, double enjeu de réindustrialisation et de décarbonation. On a des points de départ très différents. Il y a des grands sites très polluants. On a identifié les 50 les plus émetteurs, comme Arcelor et plein d'autres, qui ont un très grand enjeu de décarboner très rapidement leurs sites industriels. Après, vous avez les startups industrielles comme le vôtre qui, par définition, veut déjà contribuer justement à créer une industrie circulaire décarbonée et qui, pour ceux qui créent des greenfields, ont des opportunités tout à fait extraordinaires pour créer des sites industriels qui sont hyper digitalisés, qui peuvent s'appuyer sur les dernières technologies et ainsi créer un site qui a déjà pas mal d'atouts. Et après, il y a tout ce réseau de ETI, de PME qui sont sur le territoire depuis très longtemps et qui sont en réalité ni beaucoup automatisés ni très décarbonés. Et ça nécessite des investissements très importants et en capital, en actifs, mais aussi en formation. Là, j'ai eu l'occasion d'échanger au sommet de Choose France avec une société polonaise qui vient d'acquérir une entreprise française. Ils produisent des réservoirs pour l'industrie chimique. Et je posais la question, alors, si vous comparez votre site industriel en Pologne avec celui que vous avez acheté en France, comment est-ce que vous voyez les différences? Il m'a dit, écoutez, c'est très simple, je pense la France a 20 à 30 ans de retard par rapport à la Pologne en termes de compétences des collaborateurs par rapport à ces processus d'automatisation et de digitalisation. Donc ce qu'on fait avec tous ces acteurs, on leur propose vraiment de faire un bilan par rapport à leurs besoins spécifiques. Si j'ai un site industriel, c'est souvent step by step qu'on peut avancer, aider à digitaliser, augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments grâce à des solutions de GTB ou autres. Et pour les startups industrielles, là, on commence ensemble, on crée un jumeau numérique de leur site, on fait un bilan, on analyse leurs besoins en termes de technologie pour savoir comment est-ce que tu peux produire de manière hyper efficace en utilisant le moins de ressources possible. Et à cela se rajoute aussi notre capacité ponctuelle de financer
certains investissements. Nous travaillons actuellement en partenariat avec Rosy Sola justement. C'est une start-up française formidable qui en fait recycle des déchets ou des matières premières dans l'industrie photovoltaïque. Et là, on a justement cette possibilité de voir comment est-ce qu'on peut, dès le début, automatiser les processus et le faire de manière décarbonée. Une courte réaction. Juste une petite remarque, parce qu'on a terminé la table ronde précédente sur une vision qui était peut-être un petit peu caricaturale. On disait qu'il ne faut pas de top-down, il faut du bottom-up. Ce dont on s'aperçoit, là, c'est que ce qui fonctionne, c'est en réalité la combinaison des deux. C'est qu'il y a à la fois, effectivement, des initiatives locales très fortement soutenues, encouragées, accompagnées, et puis des initiatives qui doivent tout à leur talent, à leur mérite, à la recherche, à l'innovation dont ils font preuve, mais quand même dans un cadre qui est un cadre public et politique, alors au moins français, si ce n'est européen, avec de la visibilité, on sait où on va, et on a des outils d'intervention qui sont des outils d'intervention pérennes dans le temps, parce que sinon, effectivement, il est très difficile pour les investisseurs de se mobiliser. Donc ce que je voulais juste dire, c'était, parce qu'on entend en ce moment parler beaucoup de planification, terme qui peut effectivement faire peur, si on la comprend effectivement comme la comprenait l'ex-bloc soviétique, c'est sûr qu'on ne va pas vraiment y arriver, et puis qu'on n'aura pas plus besoin d'investisseurs, parce que vous serez tous des fonctionnaires du Gosplan, mais c'est pas ça, je ne crois pas que ce soit ça l'idée. L'idée, c'est quand même plutôt d'essayer de définir des trajectoires, de définir des cadres globaux, généraux, dans lesquels effectivement l'initiative privée puisse se glisser, parce que la dernière des choses dont on a besoin, c'est effectivement de chasser l'initiative privée de la transition énergétique ou de la transition écologique. On a absolument au contraire besoin que tous ces entreprises privées se mobilisent à ce service. Juste pour réagir là-dessus également, je suis parfaitement d'accord, et l'industrie, c'est quand même le lieu privilégié de l'effort minimal. On cherche à optimiser tout pour avoir le moins de contraintes et le moins d'efforts. Et la contrainte environnementale, c'est pas une contrainte qui est naturelle pour l'industrie, parce que le changement climatique, c'est quand même une conséquence à la base de l'industrialisation et de l'industrie. Et donc, si on met pas une contrainte, on va dire, qui vient du haut, qui vient des réglementations, pour essayer de faire changer le modèle, c'est pas les industriels qui vont se saisir eux-mêmes du système au détriment de leur profit, juste par bonté de cœur. Donc, et donc, ils ont besoin de cette contrainte. Et à contrario, l'industrie, c'est aussi l'endroit où on aime trouver les solutions. S'il y a bien des gens qui résolvent des solutions, c'est dans l'industrie. Enfin, qui résolvent des problèmes, c'est dans l'industrie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de contraindre l'industrie, parce que de là va émerger des solutions. De là, plus on va les contraindre, finalement, plus ça va créer cette émulation dont on a besoin aussi pour donner un second souffle et pour donner une ambition. On parlait d'ambition, de mouvement. Si on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça va apporter beaucoup d'enthousiasme à plein de gens. Et donc, je pense que le grand risque dans notre transition industrielle, c'est d'un peu trop écouter les industriels, paradoxalement, et donc de les ménager un peu trop dans les contraintes qu'on va y apporter, parce que finalement la trajectoire, peut-être qu'elle sera bien compatible avec les systèmes en place pour les faire pivoter tranquillement, mais elle sera dans tous les cas pas compatible avec le besoin de changement climatique qui nous arrive dessus. Et surtout que je pense que finalement on se rendra compte qu'en appuyant un peu plus fort sur l'industrie, finalement elle trouvera quand même ses solutions. Et après, il y aura un peu peut-être de darwinisme, et ceux qui ne trouvent pas les solutions n'existeront plus, mais il y aura toujours des gens pour les remplacer. Donc, je suis pas un membre de l'ex-bloc communiste, mais je suis pour notre changement industriel, beaucoup plus de contraintes et d'ambition, on va dire, top-down, et les gens sauront trouver les solutions derrière. Peut-être que je serais curieuse d'avoir une réaction de Gildas là-dessus, parce que pour le coup, dans l'industrie pharmaceutique, il y a une contrainte qui est aussi la contrainte du prix fixée par la sécurité sociale, et donc qui vous limite parfois dans vos actions, en possibilité de changement. Alors, déjà, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, on n'a pas peur de la contrainte. L'industrie vit sous contrainte, on n'a pas peur de la contrainte. Après, imposer une contrainte sur laquelle l'industriel n'a pas la main, c'est pas la peine. Je vais prendre un exemple extrêmement simple.
Et c'est des contraintes qui sont dans les tuyaux. Si vous imposez aux industriels d'être carbone zéro, mais que vous ne leur donnez pas accès à de l'énergie bas carbone, c'est pas la peine, c'est ridicule. C'est-à-dire que si vous dites à Sequence qui consomme de l'électricité et du gaz, achète de l'électricité ou du gaz bas carbone, sinon ferme ton usine, ce n'est pas ma responsabilité Sequence d'investir dans des centrales nucléaires ou dans du gaz bas carbone ou dans d'énergie chaleur bas carbone. Ce n'est pas une déresponsabilisation, ce n'est pas ma responsabilité. Enfin, Sequence, c'est 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Je veux dire, on n'a pas les moyens d'investir dans une centrale nucléaire. Donc ça, déjà, oui pour les contraintes, parce que ça fixe un cadre, mais attention, il y a des contraintes qui sont complètement irréalistes, notamment donner des contraintes sur atteindre le benchmark, réduire sa consommation d'énergie, c'est évident puisque c'est notre responsabilité. Donner des contraintes sur traiter mieux nos déchets, émettre moins, c'est notre responsabilité, oui. Donner des contraintes sur l'énergie, faut arrêter ça. Ensuite, la deuxième chose, et je vais revenir à la question qui a été posée, la deuxième chose, c'est les contraintes, oui, mais attention, quelles sont les contraintes des concurrents? Alors, c'est une tarte à la crème, c'est clair, mais aujourd'hui, il est réel que les principes actifs, c'est peut-être un des produits qui s'exporte le mieux. Je veux dire, même sur le paracétamol, on parle de 180 000 tonnes par an de consommation mondiale. C'est rien du tout. Et sur d'autres principes actifs, comme par exemple le propofol, la consommation intégrale de la France, c'est 4 tonnes. La consommation intégrale de l'Europe, c'est 40 tonnes. Donc vous mettez ça dans un camion, quoi. Donc c'est pour vous dire que ça s'exporte très bien. Et donc si nos concurrents indiens, chinois, américains n'ont pas les mêmes contraintes qui sont évoquées là, pareil, c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'à la fin, on ira, comme vous l'avez dit très justement, vers le chemin de moindre résistance, enfin pas nous, mais nos concurrents iront vers le chemin de moindre résistance, c'est-à-dire qu'ils mettront tout en Inde. Et malheureusement, ça se passe. Malheureusement, ça se passe. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a les contraintes des consommateurs. Donc nous, nos consommateurs finaux, c'est les acheteurs de médicaments et donc c'est nous tous, la collectivité, qui payons la sécurité sociale. À la fin, si le consommateur ne veut pas payer pour des produits plus verts, il ne veut pas payer pour des produits plus verts. C'est un fait. Donc si le prix de remboursement du médicament n'intègre pas des critères verts, tout l'amont de la filière ne s'organise pas pour produire vert. Donc là, c'est facile, c'est la commande publique et on y revenait, on en parlait tout à l'heure, il peut y avoir des signaux forts. Quand on est sur des marchés absolument dérégulés, est-ce que le consommateur est prêt à mettre un prix pour un produit plus vert et quel prix il est prêt à mettre? C'est une vraie question. Mais donc les trois sujets là-dessus sur les contraintes que je rejoins, c'est beaucoup mieux d'avoir des contraintes prévisibles que de ne pas avoir de contraintes pendant 10 ans et tout d'un coup d'avoir plein de contraintes. C'est 1000 fois mieux et c'est beaucoup plus serein comme environnement. Mais il y a 3 écueils. Premier écueil, s'assurer qu'on fixe les contraintes là où on a les moyens de les réaliser. Et je reviens à mes tout premiers cours de management il y a déjà très très longtemps, où en gros on nous disait il faut que celui qui tienne le clou, ça soit celui qui tienne le marteau. Sinon ça ne marche pas. Mais là sur l'énergie, on demande aux industriels de faire un peu les deux, enfin d'en gros de tenir le clou et puis il y a l'État qui tape le marteau. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas confort. Donc le deuxième sujet, c'est s'assurer que les autres ont les mêmes contraintes. Et le troisième sujet, c'est que le consommateur, celui qui achète notre produit, veuille bien payer pour ça et que ça ne soit pas juste... voilà. Je partage tout à fait ce que vous dites. Je pense qu'il faut ce double, cette combinaison entre, il faut contraindre, mais il faut aussi faciliter pour que les acteurs puissent réussir. Comme vous le dites, et dans la table ronde précédente, on parlait beaucoup d'écosystème. Il y avait le monsieur qui a dit, voilà, ça correspond presque à un miracle, et si je veux construire une nouvelle usine, il faut en même temps, il faut trouver le terrain, il faut avoir les permissions, il faut trouver l'investissement, il faut trouver quelqu'un qui va acheter mes produits, il faut ceci, cela, et si ça n'arrive pas, au même moment, mon projet va échouer. Et là, pour cela, à mon avis, il faut des mécanismes de facilitation. Il y en a. Je prends l'exemple du fonds d'investissement UIT InnoEnergy, dont nous sommes également investisseurs, qui fait justement ça pour une start-up industrielle. Ils aident à mettre ensemble les investisseurs, les industriels, les off-takers et tout ça, pour éviter cet effet de chicken egg, poule œuf. On n'arrive pas l'un attend la réaction de l'autre. Et c'est aussi la même chose pour tous ces PME qui, pour pouvoir réussir, veulent aussi vendre plus localement. Et
vos clients peut-être ont l'habitude d'acheter plutôt en Asie ou autre. Donc aussi dans cet objectif avec France Industrie Nation Verte et Industrie Verte de pousser pour une commande publique responsable, aussi d'inciter les sociétés privées, comme mon groupe, de dire voilà, achetez plutôt localement. Ça, c'est aussi un élément très important. Il faut changer les habitudes aussi au niveau des départements d'achat. Merci beaucoup. Boris Trévignon, on en a assez peu parlé durant cette matinée, mais on commence à évoquer le sujet de la réciprocité dans les normes, la réciprocité peut-être aussi dans les sujets d'accès au marché public. On voit qu'on a l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Il y a une réponse qui commence à être apportée par le gouvernement qui est le bonus écologique. On sait que l'Europe répond avec son mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Est-ce que ce sont des mécanismes suffisants pour équilibrer ces rapports de force? Et puis est-ce que c'est compatible avec le cadre européen, c'est-à-dire le bonus écologique? Ne reviendra-t-il pas à exclure la Pologne? Alors, le sujet que soulève l'IRA, Inflation Reduction Act, c'est en réalité où va se faire l'industrialisation, où va se faire la réindustrialisation de cette transition écologique. Tout le monde lorgne sur les centaines de milliards, puisqu'il s'agit de centaines de milliards effectivement de construction d'usines de production alors certes panneaux solaires, pales, batteries, enfin tout ce qui va effectivement contribuer et nous permettre de décarboner notre production d'énergie ou nos mobilités, l'habitat, etc. Enfin, là, il y a aujourd'hui une vraie effervescence au niveau international sur comment essayer de capter ces flux-là. Il faut bien reconnaître qu'on a d'abord été un peu pris de court. L'Inflation Reduction Act, il est arrivé et les Européens sont plutôt en réaction aujourd'hui qu'en action positive sur le sujet, ce qui n'est pas très, très positif. Et la réaction, à ce stade, elle est quand même partielle. Le dispositif américain, il fonctionne avec beaucoup de crédits d'impôt, donc il est assez facile à obtenir au niveau de chaque entreprise sur des investissements qu'elles font, et donc des aides très, très généreuses. L'Union européenne est en train, et la Commission européenne est en train de faire évoluer sa doctrine sur l'interdiction ou la limitation des aides d'État pour que, sur deux projets équivalents, vraiment deux projets d'installation de batteries, il puisse y avoir équivalence finalement à une forme d'alignement de l'Union européenne dans les aides qu'elle pourrait mobiliser par rapport à ce qui serait offert aux États-Unis. Mais c'est quand même déjà assez défensif comme dispositif, et surtout ça laisse de côté, à mon sens, une autre vraie partie du sujet, qui est que l'Union européenne, même comme ça, restera un marché qui se protège très peu. Moi, j'ai été élu en charge de l'économie dans le Grand Est. Dans le Grand Est, à Ambar, là où aujourd'hui il y a une usine de panneaux solaires qui va s'installer, en Moselle, il y a eu un autre projet d'un groupe indien qui s'appelle REC Solar. Et REC Solar a fini par renoncer à développer sa capacité de production là-bas en disant, mais oui, effectivement, vous me dites que vous pouvez m'aider, mais de toute façon, l'Union européenne va, tel que je l'anticipe, rester un marché ouvert aux quatre vents, où n'importe qui pourra importer des panneaux solaires fabriqués en Chine, et donc quel intérêt aurais-je, moi, à venir produire en Europe si finalement mes productions européennes sont directement concurrencées par des importations sans limitation venues d'Asie. Et donc finalement c'est un Indien qui nous dit, mais commencez par protéger votre marché, commencez par avoir au moins un mécanisme d'ajustement aux frontières qui rétablisse une forme d'équilibre entre les importations et les consommations locales, parce qu'effectivement aujourd'hui une des difficultés qu'on a en Europe, et ça complexifie la réindustrialisation, c'est que les règles, elles pèsent beaucoup et surtout sur les producteurs. Or, c'est sur l'ensemble de la consommation qu'il faut arriver à faire porter des règles plus égalisatrices, typiquement sur des panneaux solaires qui, pendant très longtemps, venant de Chine, arrivaient à un prix aux frontières de l'Europe inférieur au contenu en silicium du panneau. On savait qu'on était en plus sur une pratique de dumping vraiment tout à fait déloyale, qui était prédatrice. Donc, on a mis beaucoup de temps à réagir, et je pense que la réaction, elle n'est pas encore achevée. Il faut vraiment qu'on se mobilise sur ce sujet. C'est pour ça que je crois que ce type de réunion comme celle de ce matin est extrêmement important, parce que voilà un sujet sur lequel je pense personne ne demande qu'on tombe dans un protectionnisme échevelé. C'est pas ça le sujet, mais simplement d'avoir des règles qui soient supportées par les produits à l'importation comme les produits qui
qui sont issus du territoire européen, cette égalisation-là, elle est tout simplement essentielle au commerce international. Et ça, aujourd'hui, l'Union européenne ne le fait pas suffisamment. On a effectivement un mécanisme d'ajustement aux frontières qui se met en place. On s'en est beaucoup réjoui, mais enfin, il touche des produits bruts, le ciment, l'aluminium, l'acier, et encore avec une montée en puissance entre 2028 et 2034, très honnêtement, ça ne fait peur à personne, et c'est pas comme ça, je crois qu'on va réégaliser les conditions de concurrence au niveau mondial. Est-ce que ça appelle une réaction d'un de vous trois? Et on est tous, je pense que tous ceux qui cherchent à produire en Europe aimeraient qu'il y ait plus de barrières à l'entrée. Moi, je suis un peu exempté du problème parce que le traitement des déchets doit être fait sur le territoire. Donc, en fait, c'est un marché qui est naturellement captif et c'est pour ça que j'appelle plus de contraintes, moi, parce qu'il n'y a pas de possibilité de fuite. Si on contraint ce marché-là, on le force à changer. Il peut pas, c'est pas parce qu'on appuie dessus qu'il va glisser sur le côté. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a aussi un peu de... On a la possibilité de bouger plus rapidement que le reste des industries parce que les contraintes vont se ressentir instantanément. Et après, j'entends l'impact prix sur le côté contrainte, mais quand vous disiez par exemple que sur l'énergie, on ne pouvait pas vous imposer, si on vous impose d'être, par exemple, de ne plus consommer de gaz à horizon 15 ans, certes vous n'avez pas exactement la main pour agir, mais les autres acteurs du marché, et les producteurs d'énergie entre autres, savent qu'il y a un marché qui s'ouvre là. Et donc, c'est par une contrainte sur vous qu'eux vont pouvoir répondre à cette offre. Parce qu'à la fin, si celui qui répond à l'offre de vous apporter de l'énergie sans gaz, il gagne le marché. Et donc, c'est là où je pense que... Alors, c'est risqué pour des gens comme vous, parce que vous n'êtes pas en capacité, sauf à vouloir intégrer des propres productions internes, ce que certains font, mais ça dépend de la taille des acteurs. Mais en tout cas... In fine, je pense qu'une contrainte sur vous, c'est de prendre un pari, mais en même temps, si on croit un peu en mécanisme de marché, on se dit qu'il y a une place à prendre, et donc cette place, normalement, elle devrait être prise. Et après, le seul problème, c'est si ça vous coûte un peu plus cher, comme vous l'avez dit, il faut que ça puisse être réimpacté, parce que si on vous impose vous pour que finalement vous puissiez même plus produire, on aura tous perdu dans le modèle. Alors peut-être pour revenir sur les contraintes aux frontières, oui, clairement l'Europe est une passoire, enfin, de ce point de vue-là. Il y a plusieurs façons de faire. C'est soit on laisse l'Europe être une passoire et on soutient massivement l'industrie en revoyant les aides d'État, en ayant accès à une énergie bas carbone compétitive pour tous, et en s'assurant que les contraintes ne soient pas exorbitantes par des mécanismes de subvention croisée qui finalement limitent le coût de la contrainte, soit on met des mécanismes aux frontières. Après, comme vous l'avez très bien dit, les mécanismes aux frontières doivent être simples, lisibles et prévisibles. Je veux dire, ces trois adjectifs sont absolument essentiels et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne coche aucune des trois cases, donc il disparaîtra de sa belle mort parce qu'il est inopérant. Simple, lisible et prévisible, ça veut vraiment dire que qu'est-ce qu'on veut faire rentrer en Europe. Un message du type toutes les contraintes qu'on impose en Europe en termes social, en termes environnemental, en termes de qualité, on les impose à ce qu'on achète. Ça, c'est simple, lisible et prévisible. On n'a jamais réussi à le faire. Sur des règles sociales très simples, on a des règles de protection de nos salariés qui sont les plus exigeantes au monde, et on se permet d'acheter des produits qui ne respectent pas les salariés locaux. Donc, et sur les domaines de la santé, donc sur des médicaments. Donc nous, on est obligé de confiner tous nos ateliers et d'avoir des règles très strictes de confinement pour ne pas exposer nos salariés à ces principes actifs. Ce n'est absolument pas le cas en Asie, mais on tolère que des Asiatiques puissent travailler dans des usines qui n'ont pas les mêmes standards et donc puissent être exposés à ces principes actifs là-bas qu'on achète tranquillement. Donc ça, je pense qu'il y a un principe de base qui est le principe de réciprocité qu'on évoquait, qui est simple, prévisible également. Et enfin, sur les contraintes, ça doit être la même chose, c'est-à-dire que
Si l'Europe est bas carbone, vous n'imposez que des produits bas carbone en Europe. C'est simple, c'est prévisible, ça donne une visibilité, ça donne un cap, c'est facile. Un truc avec un prix qui fluctue, avec un calcul où il faut 3 thèses successives et surtout s'assurer que les thèses sont bien successives pour qu'elles durent et qu'elles comprennent tout le sujet, pour calculer le contenu carbone d'un produit et dire que la taxe est d'1 centime ou de 2 centimes. Je veux dire, personne n'investit en Europe sur la base de critères comme ça. Donc dire il n'y a plus de produits carbonés qui arrivent en Europe en 2050, ça c'est simple, prévisible et on investit sur ces bases. Je pense que c'est vraiment une ligne fine entre, je dirais, protection, souveraineté et après libre-échange. Il ne faut pas négliger la complexité de nos chaînes de valeur. Et beaucoup de matières premières n'existent pas en Europe où on n'a pas encore accès à ces matières premières. Et aussi en termes de pièces intermédiaires, là je l'ai vu pendant le Covid où beaucoup de chaînes de valeur étaient interrompues. Pour la production d'un produit en Allemagne ou en France, on ne pouvait pas finaliser la production parce qu'il manquait une toute petite pièce plastique, commodité pure, qu'on trouve nulle part en Europe. Il fallait l'acheter en Chine, la Chine était fermée. Donc il faut vraiment, avant d'aller au bout de sa réflexion, vraiment comprendre les chaînes de valeur hyper complexes de nos différentes industries et filières et s'assurer qu'on puisse vraiment avoir une certaine autonomie au sein de l'Europe afin de dire voilà, j'achète plus là-bas. Mais bien sûr, l'ambition doit l'être et je pense que le Covid était aussi une leçon parce qu'elle nous a montré cette dépendance qu'on a quand même entre nos différents pays. Merci beaucoup. Merci à Boris Ravignon, Doris Bierkhofer, Nicolas Cruau et Gildas Barrère d'être venus avec nous ce matin. Avant de vous libérer pour le cocktail, j'ai ma page de réclame et de remerciements. La réclame va être très courte. Le prochain événement du cycle Renaissance industrielle aura lieu à Dunkerque le 4 juillet. Toujours au sujet des enjeux de transition, et vous savez que Dunkerque est un territoire qui est particulièrement concerné par ces enjeux de transition. Il y aura d'autres événements à Paris, mais on essaye d'aller un peu partout en France, parce que comme ça a été si justement dit à plusieurs reprises, l'industrie, c'est pas spécialement dans Paris, mais partout sur le territoire. Et j'en profite pour remercier à la fois les partenaires qui nous soutiennent dans l'organisation de ces cycles, donc la Banque des Territoires et Quaero Capital. On a eu aussi le soutien de BPI aujourd'hui. À nos intervenants qui viennent en général de loin, qui nous accordent du temps, et c'est extrêmement précieux. Et puis enfin, remercier surtout l'équipe de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, ce que vous avez vu ici, Sophie et Emmanuel, Stéphanie, sans qui on ne pourrait pas du tout organiser ces cycles, parce que si l'animation est une chose, on a aussi des gens qui derrière assurent la continuité entre les intervenants, sur la logistique de la salle, etc. Donc il faut ne pas les oublier dans nos remerciements. Voilà, je vous remercie.